Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le jeudi 21 décembre 2007. Bienvenue à tous dans ce webinaire pour préparer la séance européenne. Alors bonjour à vous Bruno, j'espère que vous allez bien. Un mot sur l'euro-yen, très bien. Je vais y venir. Didier que je salue également. Eliane, bienvenue à toutes et à tous. Je vous invite à prendre connaissance de la version sur risque avant de poursuivre ce webinaire. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Pour le briefing de la journée, on a eu la réforme fiscale hier qui a été votée par la Chambre des représentants. Donc tout le Congrès a voté en faveur de la baisse d'impôts promise par Donald Trump. Alors pour rappel, cette baisse d'impôts, c'est pour les ménages et pour les entreprises. Pour ce qui est des entreprises, c'est une baisse jusqu'à à 21% du taux d'imposition contre 35% actuellement. Dans le but, eh bien, ça serait pour soutenir la croissance. Maintenant, il y a quand même une division parmi les économistes qui pensent que les bienfaits de cette baisse d'imposition ne va pas permettre réellement de booster la croissance, ou alors peut-être moins que ce qui est imaginé, mais plutôt surtout creuser le déficit. Bref. En tout cas, le marché est resté stoïque hier soir. Après la validation de cette réforme, Wall Street a même clôturé dans le rouge. On va voir ça dans un petit instant. La Banque du Japon a publié son communiqué cette nuit. Les membres ont voté à 8 contre 1 pour maintenir l'objectif du rendement à 10 ans des obligations d'État japonaises à environ 0%, et le taux de dépôt à court terme à moins 0,1. Cette politique monétaire s'inscrit en attendant un retour de l'IPC hors alimentation supérieur à 2%. Actuellement, c'est à 0,8. Mais par contre, le communiqué a souligné une vision plus optimiste de la consommation privée et des dépenses en capital, pardon. Et sinon, aujourd'hui, nous aurons les élections en Catalogne. Donc, les premiers résultats devraient arriver soit tard dans la soirée ou soit demain. Donc, nous aurons l'occasion demain matin de voir tout ça ensemble. Parmi les favoris, il y a le parti centriste et le parti indépendantiste qui n'est pas non plus outsider et qui fait partie parmi les partis qui ont le plus de chances de passer. Alors il y a deux partis indépendantistes, je ne connais pas les noms exacts, mais il y a deux partis indépendantistes, donc à voir si les deux forment une coalition ou pas. Donc voilà, c'est encore à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le parti centriste qui est a priori le favori, mais bon, ça reste des sondages, donc pour le moment pas d'interprétation de ces chiffres-là. Bonjour à tous les traders, nous dit Franck. Eh bien écoutez Franck, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Frédéric, que je salue également. Bildo, bienvenue et bonjour à vous. Alors comme on peut le constater sur ce résumé de la séance américaine et asiatique ce matin, on a le DXY qui a perdu du terrain, les rendements obligataires américains qui continuent à progresser, 2,49%, c'est un plus haut qu'on n'a pas vu depuis plusieurs semaines, suite à la réforme fiscale, qui dit cette réforme fiscale, comme vous le savez, ça devrait augmenter sur une décennie le déficit des États-Unis de 1500 milliards de dollars. 1500 milliards de dollars, va falloir les emprunter et donc les rendements augmentent. Le Nasdaq perd 7 du terrain. Alors on peut voir qu'il a quand même, entre guillemets, c'est pas le sous-performeur. Ce qui a sous-performé, c'est le secteur bancaire. Dow Jones, regardez, moins 0,11%. Le yen, ce matin, qui perd du terrain avec le gold, le nickel. Donc clairement, on n'a pas d'appétit pour risque. Donc cette réforme fiscale n'aura pas de sujet ce matin positif sur les marchés actions européens. En tout cas, je ne pense pas, même si d'un point de vue technique, l'Eurostoxx est sur un niveau de support assez intéressant, que nous allons voir ça dans un petit instant. Sinon, au niveau du calendrier économique, alors 10h30, quelques chiffres au Royaume-Uni, c'est pas ce qui va être le plus important. Nous aurons surtout l'inflation au Canada, l'inflation qui sera particulièrement suivie. Une accélération de l'inflation, ça soutiendra la spéculation pour une hausse des taux de la BOC pour le prochain trimestre. Nous aurons le PIB annualisé des États-Unis avant la publication finale qui aura lieu donc demain. Et on aura l'indice PCE Core. Voilà, donc l'indice PCE Core, le PIB des États-Unis et l'IPC du Canada, ça sera les trois annonces importantes. Et sinon, 16h, la confiance des consommateurs de la zone euro qui sera également particulièrement intéressant.
Alors, je regarde les questions. JPY bouge depuis 2 à 3 jours. Anticipation de l'annonce JPY cette nuit. Alors, l'annonce de JPY l'annonce de cette nuit était plutôt décevante, hein, statu quo avec un communiqué qui ressemblait grandement aux précédentes publications, ce qui permet, vous pouvez voir, à l'USD de progresser malgré sa faiblesse. Vous voyez que malgré sa baisse de DXY, l'USD Yen est haussier, sachant que la deuxième paire dollar la plus pondérée dans l'indice pardon DX du dollar, c'est l'USD Yen. Donc c'est à dire que si le DXY est baissier, mais que l'USD Yen est haussier, ça veut dire que le Yen est plutôt avec un momentum baissier. D'ailleurs, si vous le regardez par rapport aux autres devises, USD Yen, c'est haussier. Mis à part le NZD, on regarde l'euro yen, c'est haussier. Le CAD yen, c'est haussier. L'AUD yen, c'est haussier. Je regardais tout à l'heure le CHF yen, c'est haussier. Bref, le yen, il est baissier. Donc, à court terme, je dirais que c'est la devise à vendre. À court terme, c'est-à-dire pour aujourd'hui, voire même pour demain. Euh, Voire même pour demain. Donc, on aura différentes propositions. On a soit l'euro yen, soit l'USD yen, ou soit le CAD yen. Techniquement, l'USD yen, il arrive sur un niveau de résistance. Vous voyez que c'est 113,65. Donc, en plus de cela, vous voyez que le RSI est en train de tester cette oblique baissière. Donc tant qu'on n'a pas de signal de cassure, pour moi, le momentum haussier est assez restreint. Donc je ne vais pas m'arrêter sur l'USD Yen, même si, voilà, d'un point de vue technique, on est sur un niveau de prix qui, purement techniquement, hein, m'invite à revoir les stratégies acheteuses et plutôt envisager de vendre l'USD Yen. Voilà, encore une fois, c'est d'un point de vue technique. Maintenant, si demain le RSI clôture au-dessus de cette oblique haussière et que le prix clôture au-dessus de 114, dans ce cas-là, ça sera un signal haussier direction des sommets, direction 117. Mais voilà, pour le moment, honnêtement, techniquement, on est sous résistance, donc il ne faut pas payer l'USD Yen à ce niveau de prix. L'AUD Yen, l'AUD Yen, c'est une devise intéressante, comme vous le savez, cette AUD est soutenue par le cours de l'or et par le DXY. Donc, l'AUD Yen, c'est bullish. Bullish, moi je dirais jusqu'à au moins 88, voire même un petit peu plus haut. 89, c'est la prochaine résistance que je constate. On a cassé la moyenne mobile à 250 jours. On a cassé cette résistance. Techniquement, on n'a pas de niveau de prix qui pourrait remettre en cause cette tendance haussière. D'autant plus que le prix a quand même, vous voyez, le prix casse ce matin cette oblique baissière. Donc voilà, concrètement, la UD-Yen, ça pourrait être intéressant pour au moins viser 88. Sinon, on a l'euro-yen. L'euro-yen qui est en train de tester ses plus hauts. Vous voyez l'euro-yen. On a un canal ascendant qui se situe... Voilà, il est un petit peu brouillon. On a une petite zone d'excès, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, on a une petite zone d'excès, mais regardez un petit peu ce canal. Là, on a un pivot, une résistance. Si on a une clôture journalière, voire même plutôt hebdomadaire, parce que ça fait quand même 3 mois que le cours est en consolidation, donc plus la consolidation est lente, enfin plus la direction est longue, c'est-à-dire plus la tendance est longue, etc., plus il faut des signaux forts. Et les signaux forts sont donnés grâce à des unités de temps supérieures. Donc je dirais que si on a une clôture hebdomadaire au-dessus des 134,82, qui est le précédent plus annuel, ça sera un signal bullish, direction les 137. 137,51. Voilà Franck, exactement. L'euro-yen a cassé son range. Plutôt intéressé pour des positions acheteuses, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter tout de suite maintenant? Honnêtement, je pense que c'est un petit peu trop tôt. Donc, personnellement, j'attendrai au moins la clôture de ce soir pour une validation du breakout. Ça serait le minimum. Voilà, maintenant, honnêtement, la clôture hebdomadaire en soi, ça sera demain soir, donc bon, pourquoi pas attendre la clôture hebdomadaire. D'autant plus que l'euro-dollar, regardez, a émis également un signal haussier hier. Mince. On a eu un signal haussier, cassure de ce pivot à 1,1848. Donc techniquement, le signal est haussier jusqu'à 1,19. 1,19 qui correspond à cette oblique baissière. Et si on a la cassure de cette oblique baissière, ce sera un second signal d'achat qui a été donné après la cassure des 1,1848. Donc second signal d'achat pour viser où? Je dirais 1,20. En tout cas, c'est ma perspective à court et moyen terme. Au vu de la tendance du DXY, comme vous le savez, je m'attends plutôt à une baisse d'ici la fin de l'année à 92,42, d'ici la fin de l'année, voire même d'ici le 8 janvier, parce que concrètement, les flux ne reviendront pas avant le 8 janvier. Donc concrètement, on a encore 2 semaines
au moins je dirais pour que le DXY vienne tester les 92,30, ce qui permettrait à l'euro-dollar de venir tester les 1,20. Donc voilà, moi eurodoll bullish, donc plutôt favoriser les positions en euros comme l'euro-yen. L'euro-yen qui est intéressant, l'euro CHF également, peut-être pas en intraday, mais voilà. L'euro-yen et l'euro-dollar, pour moi, c'est deux paires qui vont être assez intéressantes. Donc voilà, avec euro-yen un potentiel aussi jusqu'à 137,51 et l'euro-dollar jusqu'à 1,20 à court terme, court moyen terme. Voilà, ça c'est deux objectifs que je vous ai donnés, c'est de l'horizon de 2 semaines. Sinon, on a le CAD-yen, encore une fois, qui est intéressante. Moi, je pense que le CAD-yen peut clairement venir à chercher 90. Alors, on a eu des problèmes de timing auparavant, alors une ou deux fois, bref. Le CAD-yen, pourquoi je suis aussi? Alors, on a l'inflation, tout à l'heure, qui sera publiée au Canada, comme vous le savez, qui est attendue en accélération, me semble-t-il. Donc, qui dit accélération de l'inflation dit hausse du dollar CAD. En plus de cela, nous avons le pétrole qui continue sa hausse depuis le début de la semaine, face à un yen qu'on a vu qui est un petit peu, comment dire, handicapé depuis le début de la semaine. Donc voilà, CAD yen pour moi, il peut venir chez 90. C'est une paire croisée qui m'est intéressante à court terme. Voilà, 90, seuil psychologique. D'ici 1 à 2 semaines. Alors Franck qui me dit j'aimerais me placer en achat sur le gold mais avec la même 200 je sais même pas si c'est maintenant ou après un souffle. Alors oui c'est vrai que sous une moyenne mobile à 200 jours acheter le gold c'est un petit peu risqué, je vous l'accorde, en plus on est sous résistance. Je vous rappelle que cette résistance a été communiquée depuis maintenant à peu près une semaine à 1270. Faut voir que c'est une zone de prise de bénéfice, une petite prise de bénéfice. Donc un signal qui peut être haussier c'est si on a un retour à 1250 ou alors si on a le breakout au-dessus de la moyenne mobile à 250 jours qui est aux environs des, vous voyez, 1273. Si le gold clôture au-dessus de 1273 sur du journalier, ça sera un signal haussier direction les 1280, 1300. Donc non, moi je pense qu'acheter le cours de l'or, même si on est 7 dollars plus bas que le niveau qu'il faut surveiller, ouais, je pense que c'est prendre des risques un petit peu inutilement. On n'est pas à l'abri sous ce niveau de résistance qu'on a un repli jusqu'à 1260 avant une reprise haussière. Pour ce qui est du GBP USD, on a une consolidation. Vous pouvez voir que la livre consolide. Moi, c'est un petit peu mon sentiment que j'ai pour les prochaines semaines. Consolidation de la livre, elle a été quand même pas mal rythmée, cette livre sterling, par les négociations du Brexit, par la politique au Royaume-Uni avec la perte du leadership de Theresa May, mais en même temps la hausse des taux de la Banque d'Angleterre. Donc là, on est un petit peu dans une trêve de tous ces sujets-là, donc on devrait plutôt avoir une consolidation, une prise de bénéfice pour que le marché respire. Donc voilà, la livre sterling pour moi, il va pas avoir grand-chose à faire ces prochaines semaines. Le NZD, alors le NZD a du mal à casser son oblique, casser cet oblique-là, oui, qui vient chercher tous les plus hauts. Voilà. Non, il est où? Alors. Non, on est encore loin, pardon. Mais le NZD, on peut voir qu'il a un peu de mal à dépasser 0,70, donc on a une petite période de consolidation. On a un momentum qui est à plat, on n'a pas de divergence baissière, mais on a un momentum qui est à plat. Moi personnellement, je pense toujours qu'il y a un potentiel haussier jusqu'à 0,7128 qui correspond à une mobile à 200 jours. Mais voilà, il faudra peut-être faire preuve d'un petit peu de patience pour que le NZD rejoigne ce niveau. D'autant plus que voilà, on a eu des bonnes statistiques en Nouvelle-Zélande hier soir. On a eu un PIB qui a fortement dépassé le consensus, 2,7% contre 2,4%. Alors certes, c'est 0,1 point en moins que la précédente publication, mais ça reste quand même un taux de croissance vraiment très bien. Donc voilà, le NZD dans le fond devrait continuer à progresser, je pense, revenir au moins à sa moyenne mobile à 200 jours. Ça me semble possible. Alors, je passe sur les indices, j'ai une question sur le DAX. Alors, déjà l'Eurostoxx, moyenne mobile à 200 jours qui est testé. Techniquement, c'est un niveau de prix de support très intéressant pour passer à l'achat. En intraday, on peut le voir qu'on est en train de le dépasser, donc ça peut faire peur. Alors attention, je ne dis pas que on va avoir ces mèches, mais c'est probable qu'on ait un retournement dans la journée comme ce qu'on avait le 15 novembre, le 20 novembre, le 1er décembre et le 6 décembre. Vous voyez. Donc voilà, en tout cas techniquement, on est sur un niveau de prix intéressant. On est sur un niveau de support intéressant. Après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir si vous voulez payer l'Eurostoxx à ce niveau de prix.
Si on a une cassure, jusqu'où pourrait revenir l'Eurostoxx? Eh bien, en utilisant Fibonacci, voir qu'on est à 50%. Donc, si on a une cassure, normalement, le prochain niveau de prix à s'intéresser sera les 3500 points. Voilà. Donc, si on a une cassure, si on a une clôture en dessous des 3535 points, il faudra s'intéresser à des positions acheteuses à 3500. Mais en tout cas, tant qu'on n'a pas de clôture journalière en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, honnêtement, je maintiens un biais haussier. Donc le DAX, il revient à 13 000, il revient sur un niveau de support également. Donc on a potentiellement, je dirais, des positions intéressantes à 13 000 points en intraday. 13 000 points pour de l'ordre de quelques pips, hein, une dizaine ou une vingtaine de pips. Et pour le CAC, il revient, vous voyez, proche de sa moyenne mobile à 200 jours, qui coïncide également avec les 5288, 5300 points. Vous voyez que 5300 points, c'est juste ici. Donc le CAC arrive sur ce niveau de support. CAC qui arrive sur un niveau de support, DAX qui est sur un niveau de support. Potentiellement, le repli en intraday et devrait être, à mon sens, être assez limité, surtout qu'on n'a pas vraiment de catalyseur qui pourrait justifier une baisse. On n'a pas de catalyseur. À part si demain, on a le résultat des élections en Catalogne qui font office d'une élection du parti indépendantiste. Dans ce cas-là, faudra, oui, remettre en question ses supports. Mais dans le cas contraire, je pense que voilà, ces niveaux de support devraient tenir. Pour information, la coalition, les discussions pour la coalition en Allemagne entre le SPD et Angela Merkel reprennent le 7 janvier. Donc, sur le cas de l'Allemagne, pas d'annonce, pas de nouveauté jusqu'au 7 janvier. Donc, voilà, ça devrait laisser les indices européens en consolidation. Donc, patience pour ces indices européens. Les positions acheteuses direction les sommets, je pense, devront être préconisées pour début, voire mi-janvier. Alors, François qui me demande le FTSE. Alors, le FTSE, déjà, on est dans un contexte, on peut voir Wall Street a clôturé dans le rouge, les indices asiatiques sont plutôt mitigés ce matin, les indices européens sont plutôt dans le rouge, donc le FTSE, peu de chance qu'il soit dans le vert. Donc voilà, le FTSE, on n'a pas de catalyseur, encore une fois, qui viendrait justifier une nouvelle hausse du FTSE. On a eu certes cette hausse qui avait été propulsée grâce aux négociations du Brexit qui était en bonne voie. Maintenant, en ce 21 décembre, pas de nouveauté, ce qui est normal, donc on devrait avoir une phase de respiration. Le GBP consolide, que ce soit face au dollar ou face à l'euro. Donc on ne devrait pas avoir un soutien ou une pression venant de la livre sterling. Parce que je vous rappelle, depuis le vote du Brexit, on a une corrélation négative qui est installée entre la livre sterling et le FTSE. Donc, pour ma part, le FTSE, je m'attends plutôt à une consolidation, une légère prise de bénéfice, à l'image des indices de la zone euro. Donc, retour à 7005, voire même un petit peu plus bas. Hein. Si on retourne à la moyenne mobile à 200 jours, ce serait pourquoi pas intéressant sur du court moyen terme. Maintenant, voilà, FTSE, honnêtement, il y a d'autres propositions, il y a d'autres indices qui sont à mon sens beaucoup plus intéressants sur du swing trading, comme le Nasdaq, comme Wall Street, comme l'Eurostoxx 50. Voilà. Donc voilà, le FTSE, personnellement, moi ça ne m'intéresse pas vraiment sur du moyen long terme, au vu de son exposition sur la livre sterling, les négociations du Brexit, c'est un petit peu des dominos qu'on ne peut pas vraiment contrôler, donc c'est plutôt compliqué de se positionner. Mais en tout cas, actuellement on est sous résistance, la livre sterling est neutre, enfin ne réagit pas, donc il n'y a pas de pression ou de soutien venant de la livre sterling, il n'y a plus de négociations sur le Brexit jusqu'à au moins la mi-janvier, donc j'estime que le FTSE va consolider sous manque de catalyseur. Alors, j'ai une question, où est-ce qu'on peut racheter l'euro-dollar en cas de repli? Bien, bon, s'il revient à 1,1850 d'un point de vue moyen terme, ce serait pourquoi pas intéressant pour payer l'euro-dollar. Maintenant, l'idéal, je ne sais pas si ce sera le cas, mais s'il revient à cette moyenne mobile à 50 jours, à 1,1750, ça serait pourquoi pas un scénario utilisable, un niveau de prix, utilisable pour passer à l'achat. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'euro-dollar. Bon prix d'achat DAX. Alors ça dépend, court, moyen, long terme, François. Pour du court terme, moi j'estime que 13 000, à court et moyen terme, j'estime que 13 000 c'est un niveau de prix intéressant. Maintenant, si on doit envisager une décote plus importante, 50%, c'est-à-dire 12 007, mais s'il revient 12 007, c'est la moyenne mobile à 200 jours, ça voudrait dire que le CAC enfonce sa moyenne mobile à 200 et l'Eurostoxx également. Donc je ne sais pas si on peut souhaiter cela au DAX, mais en tout cas, si on a un retour
à la moyenne mobile de 100 jours qui est actuellement à 12 700, ça serait un niveau de prix à moyen long terme très intéressant pour passer à l'achat. Voilà, mais à court terme, 13 000 pour moi ça me semble intéressant. Alors voilà pour ce qui est des indices européens, on passe au cours de l'or. Alors le cours de l'or, on l'a dit, il est sous résistance, donc aujourd'hui il n'y a pas encore une fois pas de catalyseur, donc je ne vois pas pourquoi le cours de l'or casserait sa résistance ou se replierait drastiquement. Donc voilà, mis à part le PIB des États-Unis et l'indice PCE qui seront publiés cet après-midi, c'est les seules annonces qui pourraient faire réagir le dollar et donc le cours de l'or et l'euro-dollar. Donc le cours de l'or, honnêtement, il est sous résistance, il pourrait tout aussi bien venir chercher les 1170 que venir chercher les 1160 en fin de journée, selon la publication de l'indice PCE et du PIB américain. Donc voilà, ça va être qui tout double. Le pétrole, petite tendance haussière, comme vous pouvez le constater, que ce soit le brut ou le Brent. Donc petite tendance haussière, je pense qu'il peut clairement revenir à ses précédents sommets, 65 dollars le Brent, le brut à 59, et voilà, pas de nouveau breakout pour ces cours de pétrole. Encore une fois, je pense que l'OPEP, l'annonce de l'OPEP a totalement été pricée. La production américaine continue d'augmenter, ce qui limite la hausse des cours de pétrole. Si demain la production américaine venait à baisser, dans ce cas-là, on pourrait envisager de nouveaux breakouts, mais d'un point de vue fondamental, je ne vois pas pourquoi envisager des nouveaux sommets. Pour le moment, en tout cas, sur les cours de pétrole. Sur le Brent, pourquoi pas, parce que le Brent, je rappelle qu'on a une pipeline en mer du Nord qui a eu un accident il y a de cela 2 semaines, il me semble. Donc ça a supporté, ça a soutenu le cours du Brent. Mais en tout cas, le WTI qui est beaucoup plus axé sur le marché américain, étant donné que c'est un baril américain, il est plus influencé par tout ce qui est les annonces. Et les annonces américaines, c'est quoi? C'est hausse de la production, hausse des prix de pétrole. Donc voilà, il est beaucoup plus sous pression ce WTI. Donc s'il fallait envisager des stratégies haussières sur les cours de pétrole, ça serait dans un premier temps sur le Brent plutôt que sur le WTI. D'ailleurs, vous pouvez voir que si on compare les deux, le Brent est quand même légèrement plus haut, plus proche de ses sommets que le WTI. Alors, l'euro GBP toujours dans son range trading. Techniquement, on a un scénario haussier jusqu'à 0,8960. Pourquoi? Parce que le cours était en bas de son range. Donc tant que le cours est dans un range, tant qu'il est inscrit dans un range, la stratégie c'est de suivre celui-ci, c'est de le trader. Voilà, donc le range, il est toujours utilisable et direction 0,8980. Sinon pour ce qui est l'euro NZD, on peut voir qu'on a eu le breakout. Bon, on n'a pas grand chose d'intéressant sur l'euro NZD. Vraiment l'euro yen, le CAD yen, ces deux paires qui, je dirais, sont assez intéressantes sur du court et moyen terme. La UD yen également. Alors, n'hésitez pas à poser vos dernières questions. L'USD-CAD nous demande François. Alors l'USD-CAD, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis un an, 2 semaines. Vous pouvez voir, ça consolide clairement, ça oscille autour des 1,24, 1,24 pardon, 1,28. Voilà, 1,28. Donc, alors on a deux signaux baissiers possibles. Alors moi, déjà, vous savez que je suis positionné à la baisse. Enfin, j'avais indiqué la baisse à cette moyenne immobilière de 200 jours et je reste concrètement baissier. Mais pour ceux qui ne sont pas baissiers, il y a deux possibilités, même plusieurs. Mais moi, ce que je vois, c'est deux possibilités intéressantes. Soit le cours clôture en dessous de la moyenne immobilière à 50 jours. Dans ce cas, ça sera un breakout et donc ce sera un signal baissier. Ou alors vous prenez le risque, mais aussi une opportunité d'attendre un retour à 1,30 pour shorter. Voilà. Je ne dis pas que ça va revenir à 1,30, mais si c'est le cas et que vous shortez à 1,30, vous aurez un bien meilleur prix d'entrée. Donc voilà, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, maintenant, on peut voir qu'il y a une consolidation. Donc, tant qu'il y a une consolidation, bon, il n'y a pas vraiment de mouvement. Et à la rigueur, voilà, pour moi, le plus intéressant, ce serait pourquoi pas d'attendre la clôture en dessous de la moyenne à 50 jours et également en dessous de ce support à 1,2765. C'est une clôture journalière en dessous de ce niveau de prix, ce sera un signal technique baissier, direction 1,25.
L'euro yen 135. François qui me demande l'euro yen 135. Oui, alors 135 sur du court terme. Maintenant, je pense clairement qu'en swing, si on a ce fameux prix de clôture hebdomadaire vendredi soir au-dessus des 134,38, ça sera même un signal haussier direction 137,51. Donc, on pourra prolonger les stratégies acheteuses jusqu'à ce niveau de prix. Et pour la UDN 90, voilà, encore une fois, la UDN 90, oui, ça me semble largement possible, mais encore une fois, sur du moyen terme, c'est-à-dire d'ici 2 semaines. Voilà, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Moi, j'ai fini avec ce point de marché. J'espère que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous donc demain pour le prochain point de marché et mon dernier point de marché avant 2 semaines. Donc voilà, j'espère vous retrouver nombreux. Merci à vous en tout cas pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et donc je vous donne rendez-vous demain matin, même heure, même salle de trading pour le dernier point de marché mon dernier point de marché de l'année. Voilà, excellente journée à vous et à demain.